Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir la pétillante Lisa Salis. Elle est entre autres thérapeute en nutrition santé, formée en nutrithérapie et naturopathie. Mais elle est surtout et au-delà de sa formation un puits de connaissances et de fraîcheur et qui donne vraiment envie d'être, comme elle le dit si bien, au mieux de sa forme. Bonjour Lisa. Bonjour Joy, merci beaucoup pour cette magnifique présentation, ça me touche beaucoup. Je pense que les gens vont se rendre compte de tout ce que je viens de dire grâce à cet épisode. Écoute, j'espère que je vais réussir à transmettre un maximum d'informations dans ton podcast. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je voulais que tu nous parles dans un premier temps de ton histoire. Comment t'es arrivée dans la nutrition, dans la nutrithérapie? Comment t'es tombée là-dedans en fait? Alors, la nutrition déjà, je suis quand même tombée dedans depuis que je suis toute petite, j'ai envie de te dire. Tout simplement parce que j'ai cette réputation qui me suit dans ma famille d'être une petite fille qui a toujours été très gourmande, très friande, des bonnes odeurs en cuisine. Dès que ma grand-mère cuisinait quelque chose, mes parents cuisinaient quelque chose, c'est ça sent bon, qu'est-ce qu'on va manger? J'ai toujours eu cet amour pour la cuisine et la bonne nourriture, ça c'est clair, je suis une épicurienne déjà de base. Après, je saurais pas vraiment expliquer qu'est-ce qui fait que je me suis vraiment intéressée à tout ce qui est nutrition d'un point de vue santé, mais ça m'est venu de manière naturelle très rapidement parce que l'une des premières choses que je me suis achetée quand j'ai eu mon appartement, c'était un blender pour me faire des smoothies. D'accord. Et je me suis j'ai toujours beaucoup lu, beaucoup formé de manière autodidacte sur la nutrition, sur la naturopathie, sur cette vision plus médecine douce, on va dire, et approche naturelle qu'on va avoir par rapport à certaines pathologies. Et en fait, ce qui a été vraiment déterminant pour moi, ça a été différents événements. Le premier, c'était quand j'avais à peu près 18-19 ans. Je travaillais dans la restauration, j'avais mes études, je faisais énormément de sport à l'époque. Et en fait, j'ai commencé à avoir certains symptômes qui faisaient un peu peur parce qu'en fait, ça imite un peu les symptômes qu'on peut avoir quand on a un AVC. D'accord. C'est-à-dire une espèce de paralysie du visage, j'avais des fourmillements dans le bras, je pouvais avoir des espèces de petites pertes de mémoire. Enfin, c'était un peu inquiétant, mais c'était très très momentané. Ça durait quelques secondes ou 1 ou 2 minutes. Mais ça s'est répété sur quelques semaines. Puis en parlant une fois comme ça, ma mère, elle me dit, mais tu te rends compte, en plus elle est infirmière, alors elle me dit, tu te rends compte, faut faire des examens, etc. Donc en effet, on a fait des examens, j'ai fait des scintigraphies, j'ai fait des scans, j'ai fait plein de trucs, et rien d'alarmant n'apparaissait, les médecins savaient pas trop me dire d'où ça venait. Puis en fait, en commençant un petit peu à me renseigner, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça était très certainement lié au fait que je transpirais pas mal, je faisais beaucoup de sport, très certainement je manquais d'électrolytes parce que je m'hydratais pas suffisamment, je faisais pas forcément attention à mes apports en minéraux parce qu'en plus dans le restaurant où je travaillais, c'était vraiment pas de la super bouffe. Et en gros, je me suis dit mais jamais un médecin, alors que j'en avais vu plein, m'a demandé qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, quelle activité physique fais-tu. Donc déjà, je me suis dit c'est quand même dingue que pas une fois on m'ait demandé ça, alors que ça me semble logique, surtout quand j'ai fait le lien en fait entre mes symptômes et puis mon hygiène de vie. Donc ça a été le premier déclic. Le deuxième, ça a été quelques années plus tard, j'avais 25 ans et je pratiquais de l'apnée sportive quand je vivais à Rome. J'ai eu la chance de vivre là-bas et donc de pratiquer d'abord en piscine pour s'entraîner et ensuite en mer. Et j'avais très hâte d'aller plonger en mer et de pouvoir pratiquer. Parce que je suis très attirée par les profondeurs. Je sais que des gens ont peur de ça. Moi, j'adore ça. Et le jour où j'ai pu vraiment plonger en mer, il m'était impossible de décompresser. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on plonge en mer, au bout de quelques mètres, il faut décompresser. Donc, en fait, on souffle. On bouche notre nez, on souffle et ça permet en fait d'enlever la compression qu'il y a dans les oreilles. Sauf que je n'arrivais pas parce que apparemment, j'étais pleine de mucus au niveau de mes sinus. Et c'est mon enseignant en apnée qui m'a dit, écoute, fais une diète anti-mucus parce qu'en plus en Italie, vu qu'ils mangent beaucoup de gluten, beaucoup de produits laitiers, ils ont été beaucoup plus tôt que nous avisés sur tout ça.
Donc en 2010-2011 déjà, ils étaient très au clair. Donc il m'a dit fais une diète anti-mucus, ça va t'aider. Et en effet, pas du tout à descendre. Ah non, j'arrivais pas du tout à descendre. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai commencé l'apnée sportive, je me suis surprise moi-même parce que je pensais vraiment être nulle. Et c'est un sport qui m'impressionnait énormément. Et c'est mon colocataire à l'époque, c'est son frère qui enseignait. Et tous les deux m'ont dit, mais tu vas voir, quand tu vas apprendre la technique, tu vas te surprendre. Et en effet, le premier cours, j'ai tenu 3 minutes 47 en apnée, donc en apnée statique en piscine. Mais mon prof m'a dit, il y a clairement quelque chose à faire. Enfin, tu peux, si au premier essai, voilà, tu tiens 3,47, il y a un truc. Donc, du coup, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et puis, je me suis dit, bon, ben, en mer, ça va être génial. Et en fait, au moment de descendre, je faisais à peine 4 mètres, j'arrivais pas à décompresser, j'étais complètement bloquée. Ouais, donc il fallait faire quelque chose parce qu'il y avait aussi cette frustration-là de j'y arrive en piscine, mais pas en mer. Exactement, horrible, horrible. Donc je respecte la diète parce que hyper motivée. Bien Même sûr. si j'ai vu en Italie, je coupe tout, pas de gluten, pas de produits laitiers, rien. Et là, en moins de 3 semaines, donc je commençais à avoir des rhinites allergiques à l'époque, je me souviens. Donc plus de rhinites. J'ai dû perdre 3 kilos de rétention d'eau parce que très souvent aussi tout ce qui est gluten, produits laitiers, ça favorise quand même une inflammation. Donc on répond souvent à cette inflammation ou à ces intolérances digestives avec de la rétention d'eau. Donc j'ai perdu au moins 2-3 kilos de flotte. Et je suis passée de 4 mètres de profondeur à 18 mètres de profondeur. Ah oui. Tu vois. Et là, je me suis dit, OK, là, on plaisante plus, il y a vraiment un truc. Donc, j'ai commencé, ça a été vraiment, on va dire, le deuxième déclic qui m'a fait lire tout ce que je pouvais lire sur la nutrition, sur l'impact de la nutrition, sur la santé, sur donc aussi l'alimentation d'un point de vue ayurvédique, médecine chinoise, naturopathique, enfin bref. Je me suis enquillé tous les bouquins possibles et inimaginables. Et puis voilà, puis après si tu veux, il y a eu tout un processus après pour travailler sur ma santé digestive, pour essayer de toujours optimiser mon alimentation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui me correspond le plus à moi, parce qu'on est tous différents. Et tout ça m'a amené au point de me dire un jour, maintenant j'en fais suffisamment en fait pour en faire mon métier, donc je vais me diplômer et en faire mon métier. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en Suisse. D'accord. Et Voilà. justement, par rapport à tout ce qui se passe dans nos intestins, je crois que tu as été aussi un bon cobaye, on va dire. Tout à fait, parce qu'en fait, à peu près à cette même époque, je me suis rendu compte, donc en m'intéressant un peu à tout ça, j'ai fait des tests d'intolérance alimentaire. Donc en fait, à l'époque, on m'avait diagnostiqué une candidose digestive. La candidose digestive, elle est très souvent un petit peu difficile, on va dire, à diagnostiquer, même si quand on n'est pas médecin, on ne peut pas poser de diagnostic, mais en tout cas, quand on est naturopathe, nutrithérapeute, on va essayer de trouver la cause du problème. Et en fait, la candidose, elle va se manifester par différents symptômes. Donc très souvent, il y a beaucoup de symptômes digestifs, mais plus particulièrement des ballonnements, des flatulences, des compulsions envers les sucres, un état de fatigue chronique. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, je n'avais pas du tout ça à l'époque. C'est-à-dire que c'était justement une époque où je mangeais très, très, très sainement. Je rentrais de voyage, mais par contre, j'ai eu une candidose, en l'occurrence vaginale. Et une naturopathe m'a dit, mais si tu as une candidose vaginale, il y a quelque chose qui joue pas au niveau de l'intestin. Puis donc, du coup, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ça. Et j'ai fait un test d'intolérance alimentaire. Donc ça date. On était en 2012 à peu près, un truc comme ça. Et donc, je fais ce test d'intolérance alimentaire. Et là, je vois que je suis intolérante donc au gluten, aux produits laitiers, mais j'étais pas surprise vu cette histoire d'apnée. Bien sûr. Aux œufs, au miel. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait une tonne d'aliments, je saurais même plus te dire aujourd'hui, mais suffisamment d'aliments pour que je me dise bon, c'est pas un problème d'intolérance alimentaire, c'est tout simplement que mon intestin est perméable à beaucoup trop de choses et qu'en gros, il faut que je soigne cette perméabilité intestinale. Ce qui m'a amené du coup en 2012 à m'intéresser de beaucoup plus près à la santé intestinale, à la santé à la perméabilité intestinale en général. Et j'ai un peu galéré, je dois dire, parce qu'en 2012, il n'y avait pas grand-chose. Et même les praticiens de santé vers qui je me tournais, que ce soit pour cette histoire de candidose ou de santé intestinale, c'était toujours très, très flou. L'unique chose qu'on te conseillait à l'époque, c'était d'éviter tous les sucres, y compris les sucres qui venaient des fruits. Et puis voilà, quoi. Et en fait, j'ai eu la chance à cette époque de partir en Australie, d'améliorer mon anglais, de commencer à lire en anglais. J'ai découvert les travaux du docteur Donatini, à découvrir les travaux du docteur Natasha Campbell, qui était elle-même mère d'un enfant autiste
et qui s'est beaucoup intéressé aux liens qu'on appelle entéropsychologiques, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre la santé intestinale et les maladies psychiques. Et du coup, je me suis passionnée pour ça. J'ai énormément appris sur ce sujet-là. Ça a d'ailleurs été le sujet de mon mémoire quand j'ai fait mon diplôme de nutrithérapie. Et de là, justement, j'ai mis beaucoup plus les mains dans le cambouis, on va dire. C'est-à-dire que j'ai appris à soigner mon intestin, tout d'abord en limitant certains aliments que j'adorais, comme les légumineuses, comme les céréales, qui sur des intestins irrités sont pas forcément recommandés, à intégrer ce qui aujourd'hui est beaucoup plus connu, le bouillon d'os. Mais bon, à l'époque, j'étais un peu une extraterrestre avec cette histoire de bouillon d'os et qui est bourré de collagène, de glutamine et qui est très bénéfique pour les intestins irrités. Et voilà. Mais donc, en expérimentant sur moi, j'ai pu vraiment comprendre, vivre l'impact de l'alimentation sur la santé déjà de manière générale et ensuite sur ma santé digestive. Parce que cette fameuse candidose, au départ, c'est un champignon qui loge dans nos intestins, sauf que là, en fait, il va à l'extérieur du fait que notre intestin soit perméable. Alors, en fait, ce qui se passe avec la candidose, c'est un champignon. C'est comme une levure, en fait, qui est présente chez tout le monde. C'est tout à fait normal d'avoir ce qu'on appelle des candidats albicans au sein de notre microbiote, c'est-à-dire de notre flore intestinale. Maintenant, quand notre flore intestinale est mise à mal pour diverses raisons, et c'est peut-être là où je vais pointer du doigt peut-être la cause que j'ai pu avoir, c'est que c'est une époque, donc moi déjà j'ai pris énormément d'antibiotiques quand j'étais enfant, parce que avant de limiter ma consommation de produits laitiers de gluten, j'étais tout le temps malade. Et d'ailleurs, on devait faire un podcast ensemble la semaine dernière, mais on avait dû l'annuler parce que j'avais perdu ma voix. Mais c'est systématique, c'est-à-dire que dès que je vais manger trop de gluten ou de produits laitiers, comme là c'était le cas en famille, il suffit que j'ai en plus une baisse de mon système immunitaire parce que stress, parce que fatigue, parce que travail, peu importe le truc, je vais tout de suite avoir des affections ORL de manière très rapide en fait. Surtout qu'aujourd'hui, mon corps réagit de manière beaucoup plus intense. C'est-à-dire que toutes les personnes qui commencent un peu à se soigner ou à manger de manière un peu plus naturelle ou un peu plus saine le disent que dès qu'ils font des écarts, ils sont beaucoup plus réactifs. Ce qui est une réaction saine en fait de l'organisme, mais voilà, qui des fois est un peu déconcertante parce qu'on se dit purée, j'ai pas le droit à l'écart quoi. Disons qu'on a droit à des écarts, mais il faut pas en abuser. C'est ça en fait. Et en gros, donc, quand on a, là en l'occurrence, donc beaucoup d'antibiotiques qui vont, on va dire, fragiliser notre microbiote. Moi, enfant, j'étais abonnée aux antibiotiques. Les vaccins vont fragiliser le microbiote. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais vacciner. C'est pas, le discours est pas là. Mais on sait que ça fragilise le microbiote et que ça fragilise notre immunité. Et disons que à cette période où je voyageais énormément, j'ai fait énormément de vaccins. J'ai pris également des traitements anti-paludisme qui détériorent énormément la flore intestinale. Et très certainement, je me suis trouvée avec une grosse baisse de bonnes bactéries qui ont laissé pulluler, on va dire, à la fois des bactéries pathogènes et très certainement ces candidats albicans. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui se passe de manière générale. C'est pour ça que j'invite toujours les personnes, si vous prenez des antibiotiques, si vous vous faites vacciner, si vous avez des traitements anti-palu parce que vous allez en Afrique ou je ne sais où, pensez toujours pendant et après la prise de vous supplémenter en probiotiques pour éviter de trop déséquilibrer votre microbiote. D'accord. Voilà. Et alors quand tu dis est-ce que ça répond ouais. Ça répond totalement à ma question. Que quelque part c'est pas quelque chose de nocif au départ, c'est juste un dysfonctionnement qui fait que ça devient problématique. Et du coup, à ces personnes qui prennent des antibiotiques pour X raisons, qu'est-ce que tu conseilles dans la partie probiotique? En fait, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, évidemment, s'il y a prise d'antibiotiques, c'est-à-dire prise d'un médicament qui va clairement carchériser l'intestin, faut dire ce qui est, il faut prendre un complément probiotique, quel qu'il soit, peu importe notre labo de prédilection ou les conseils de son médecin en naturopathe, il faut prendre un probiotique plutôt à large spectre, c'est-à-dire que plus il y a de souches différentes de bactéries et plus il y en a, mieux c'est. Maintenant, de manière générale, pour réensemencer son intestin et en tout cas prendre soin de son microbiote et donc de l'équilibre entre les bonnes et mauvaises bactéries, on va utiliser des aliments qui sont prébiotiques. Donc les prébiotiques, c'est tout ce qui est aliments riches en fibres. Je pense aux céréales complètes, je pense aux légumineuses, je pense aux légumes. Tous ces légumes-là, en fait, tous ces aliments-là vont vraiment apporter
des fibres, on appelle ça des fibres prébiotiques, qui ne sont pas digérées par l'organisme, mais qui vont apporter du substrat en fait à ces bactéries-là et qui vont les renforcer. C'est leur nourriture à eux en fait. Et il y a également tous les aliments qui sont riches en probiotiques naturels. Donc je pense au kéfir, que ce soit kéfir de lait, kéfir de fruits. Je pense aux aliments fermentés qui peuvent être par exemple sous forme de choucroute, de carottes, de betteraves lactofermentées qu'on trouve en magasin bio sous vide. Ça peut être les jus lactofermentés. J'en oublie certainement, mais voilà, tout ce qui va être lactofermenté. Ou le miso également. Ouais, le miso. Le miso qui n'a pas été pasteurisé est une très bonne source de produits riches en probiotiques. Et d'apporter ces aliments-là quotidiennement permet d'ensemencer notre intestin et d'aller mettre des bonnes bactéries. Et si en plus on leur apporte leur substrat à travers des aliments prébiotiques, ben là on a un combo parfait pour vraiment prendre soin de notre microbiote. Parce qu'alors, qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas soin de ce microbiote? Alors, il peut se passer énormément de choses. La première chose qui me vient, c'est déjà cette dysbiose intestinale. C'est-à-dire, quand on parle de dysbiose intestinale, c'est un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. En fait, comme je te le disais tout à l'heure, il est normal d'avoir des candidats albicans, il est normal d'avoir des petites bactéries qui se baladent parce que des fois, l'estomac fait pas son travail à fond, peu importe la raison, peut manquer d'acide chlorhydrique, etc. Il y a des choses qui vont passer au niveau intestinal qui ne devraient pas passer. Et du coup, on a justement des bonnes bactéries qui ont pour rôle de faire un petit peu effet barrière, de renforcer notre immunité et puis justement nous permettre, il faut savoir que notre microbiote va avoir différents effets, il va déjà nous permettre de lutter contre les infections, de renforcer l'immunité comme je le disais, parce qu'il faut pas oublier que notre microbiote va aussi jouer un rôle déjà bénéfique pour notre santé générale en synthétisant certaines vitamines comme les vitamines du groupe B, notamment B8, B9, B12, la vitamine K. Ça va nous permettre de digérer certains sucres, certaines protéines. Le microbiote va vraiment nous permettre de réguler notre immunité également et de nous aider à régénérer notre muqueuse intestinale. Et le microbiote va jouer un rôle de barrière justement par rapport à ces infections et par rapport à ces éléments pathogènes qui peuvent arriver dans le grêle. Maintenant, quand il y a un déséquilibre du microbiote, justement parce que ou on l'a pas assez nourri avec des bons aliments, ou justement on a mis des aliments pro-inflammatoires dans l'alimentation qui a fatigué en fait notre microbiote, ou alors il y a trop d'aliments pathogènes et pas assez de bonnes bactéries parce que vaccins, parce que antibiotiques à fond les ballons, la pilule contraceptive aussi peut dérégler un petit peu ce microbiote. Là on va avoir ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries, et très souvent ça va être un excès de mauvaises bactéries. Et ça, très souvent, de manière déjà générale, ça va se manifester par des fermentations. Donc, en médecine fonctionnelle, on parle beaucoup de fermentation ou en lien avec des excès de glucides dans l'alimentation, c'est-à-dire des fermentations qui vont sécréter des gaz à hydrogène qu'on va plutôt retrouver dans le côlon ascendant, c'est-à-dire le côlon côté droit de notre ventre, ou alors ça va être des fermentations à méthane qui sont plus en lien avec des excès de protéines qu'on va retrouver plutôt dans le côlon descendant, c'est-à-dire le côlon côté gauche de notre intestin, de notre ventre, quand on se regarde de soi. Donc ça déjà, première chose, fermentation excessive, ballonnement, troubles digestifs, là on est dans la dysbiose. Mais il y a énormément de facteurs associés en fait, c'est-à-dire que ces déséquilibres du microbiote, ça peut nous donner des fermentations, ça peut nous donner des ballonnements, mais après ça peut nous donner des choses qui sont moins visibles d'un point de vue symptomatique, mais qui vont se passer à l'intérieur, comme une inflammation digestive par exemple. Parce que s'il y a un microbiote déséquilibré, on va forcément avoir aussi un excès de fermentation, un excès d'endotoxines, c'est-à-dire des toxines issues de ces pullulations bactériennes qui, en plus de l'inflammation digestive, vont aller irriter la muqueuse intestinale. Cette muqueuse intestinale va être de moins en moins perméable et commencer aussi à laisser passer certains composants alimentaires, donc des micro-molécules alimentaires, qui vont passer dans le sang et générer des troubles de l'immunité. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, mais qui peut se manifester, comme je disais, en troubles digestifs, ça c'est vraiment les premiers symptômes, mais ça peut être aussi un petit peu plus insidieux. Et donc par exemple, très souvent quand il y a par exemple des intolérances alimentaires, on va avoir des symptômes qui peuvent être nerveux, ostéo-articulaires, hormonaux, donc concrètement ça peut être au niveau nerveux, ça peut être un état dépressif, au niveau ostéo-articulaire, ça peut être des douleurs,
Au niveau hormonal, ça peut être des syndromes prémenstruels ou une endométriose, par exemple. Au niveau immunitaire, ça va être des maladies auto-immunes qui vont venir d'un intestin perméable, d'un intestin arrêté, d'une inflammation intestinale qui ne peut pas être présente s'il n'y a pas une dysbiose intestinale, s'il n'y a pas un déséquilibre du microbiote. Toute inflammation dans le corps vient au départ d'un déséquilibre du microbiote, donc d'une inflammation, d'une dysbiose. Exactement. En fait, c'est toujours très délicat parce que aujourd'hui, tout est interrelié et il est très difficile de savoir qui de la poule ou l'œuf est arrivé le premier, tu vois. Est-ce que c'est un déséquilibre du microbiote qui va induire à moyen terme une inflammation et du coup une maldigestion de certaines protéines, de certains glucides? Est-ce que c'est à la base, par exemple, et c'est ce qui arrive des fois, une intolérance au gluten? Et d'ailleurs, pour le gluten, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ça peut être une intolérance digestive. Donc, tout simplement, il n'y a pas de réaction immunitaire, mais il y a une intolérance. Ça peut être une sensibilité digestive, c'est-à-dire qu'on sent que ça passe pas trop, mais il n'y a aucun phénomène immunitaire non plus. Ou alors, ça peut être une maladie auto-immune qui est la maladie cœliaque, qui là va vraiment en fait irriter la muqueuse intestinale, c'est-à-dire qu'on s'attaque à notre propre structure. Ça va générer une inflammation. Cette inflammation va forcément fatiguer notre organisme et sursolliciter notre immunité, sursolliciter l'équilibre, l'équilibre du microbiote va être mis à mal. Donc, tu vois, ça va toujours être ensemble. C'est pour ça qu'en général, je ne dissocie pas le microbiote de la muqueuse et de l'immunité, mais je parle de l'écosystème intestinal. C'est-à-dire que les trois ensemble vont former un écosystème intestinal qui ensemble, va nous permettre d'être en bonne santé, va nous permettre de bien digérer. Et si l'un des piliers est mis à mal, si on n'en prend pas soin, tôt ou tard, les autres piliers vont se casser la gueule. en gros. Donc, quelqu'un qui a une inflammation quelque part, type maladie de Crohn, endométriose ou ce genre de choses, devrait commencer par essayer de rétablir justement ces piliers-là. Évidemment, tout à fait. C'est-à-dire que, comme on le disait, il ne peut pas y avoir inflammation dans le corps s'il n'y a pas une inflammation de bas grade qui commence au niveau intestinal. Et au final, on le sait bien, les remèdes aujourd'hui pour travailler, pour essayer de lutter contre l'endométriose, vont être d'avoir une alimentation qui va tout d'abord être à index glycémique bas, évidemment, et qui va être anti-inflammatoire. Donc beaucoup d'oméga 3, des glucides à IG bas, donc index glycémique bas, plutôt des céréales complètes si on les tolère bien, ou alors plutôt des patates douces, pommes de terre vapeur, ce genre de choses pour ce qui est des glucides. Les protéines, en fonction de notre capacité à les digérer, on va toujours prendre ou des légumineuses, ou alors des petits poissons gras pauvres en métaux lourds et puis très riches en oméga 3, beaucoup de fruits et légumes, et de manière générale, qui dit alimentation anti-inflammatoire, dit du vrai, du naturel, du brut, surtout pas de produits transformés, surtout pas de produits raffinés, et puis déjà là, on a la clé d'une alimentation santé en fait. Et puis, comme tu le disais, effectivement, on va retirer tout ce qui va vraiment inflammer. Donc, ça peut être du gluten. Donc, je te rejoins sur la partie ultra transformée. Donc, du gluten ultra transformé, du lactose, etc., qui va vraiment nourrir en fait les mauvaises bactéries et du coup nourrir ce déséquilibre. Oui, alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire que le docteur Seignalé, dans les années 80, était assez brillant, surtout pour son époque, parce qu'il avait mis le doigt sur le fait que certains aliments étaient pro-inflammatoires et mettaient de l'huile sur le feu. C'est le cas du gluten, c'est le cas des produits laitiers, c'est le cas des aliments qui sont surcuits, qui sont trop cuits, trop cramés, etc. Donc lui a toujours préconisé une alimentation plutôt vivante, crue si les intestins la supportent, parce que certaines personnes ont l'intestin trop irrité et ne vont pas supporter les crudités. Donc idéalement, ils peuvent les blanchir ou les cuire à la vapeur douce. Et donc lui a toujours préconisé ce type de cuisson. C'est d'ailleurs beaucoup de là que vient le vitaliseur de Marion Caplan et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr. Et lui conseillait bien sûr l'éviction d'aliments pro-inflammatoires. Et il y avait donc les produits laitiers, le gluten, le soja également. Lui, il parle de céréales mutées, c'est-à-dire de céréales qui sont très souvent modifiées génétiquement, comme le maïs aussi également, et conseiller plutôt la consommation de céréales anciennes comme l'épeautre, le petit épeautre, le canut, ce genre de choses, sachant que le canut contient du gluten. Donc pour les personnes qui veulent pas du tout manger de gluten, on va rester sur
sarrasin, quinoa, qui sont des pseudo-céréales, sur le riz complet ou le riz demi-complet si vraiment on a un intestin trop irrité. On va éviter les céréales trop complètes. Et donc, il y a cette partie-là, donc ces aliments pro-inflammatoires qui vont inflammer la muqueuse, ils vont être trop irritants. Et parce que très souvent, la muqueuse, en fait, n'est plus perméable, les protéines de ces aliments-là vont passer la muqueuse intestinale et vont surexciter notre système immunitaire. Parce qu'en fait, des fois, j'entends des gens qui disent « Ah, moi, je suis allergique au lactose ». C'est pas possible. On ne peut pas être allergique au lactose parce qu'on peut être allergique qu'à une protéine. Parce qu'en fait, les protéines portent le drapeau de l'identité, en fait. Voilà. Les protéines qui sont faites par mon corps portent l'identité de Lisa. Et si je mange une protéine, un fromage, par exemple, de vache, la caséine, qui est la protéine du lait de vache, va porter l'identité de la vache. Donc, je peux avoir une réaction allergique par rapport à cette protéine, tout simplement parce qu'il y a le marqueur de l'identité dessus. En revanche, je ne peux pas être allergique au lait au lactose, c'est-à-dire au sucre du lait de la vache, parce qu'en fait, c'est que du sucre, il n'y a pas de marqueur d'identité. Par contre, je peux avoir une intolérance digestive qui est complètement différente. Il n'y a pas de réaction immunitaire. Mais ce qui se passe avec la caséine, le gluten, qui sont des très grosses protéines pro-inflammatoires, c'est que quand l'intestin, justement, est perméable, ces protéines vont rentrer avec donc le gène de la vache, du gluten qu'elle porte. Et là, notre système immunitaire va dire « Attends, il y a un ennemi qui passe dans le sang, il a rien à faire là, celui-là. » D'où réaction immunitaire, d'où fatigue chronique, d'où stress, d'où inflammation, d'où épuisement général, etc., etc. C'est pour ça, en fait, que ça a été enlevé. Après, quand tu disais il y a des aliments qui vont nourrir certaines bactéries, etc., là, on est plus sur encore autre chose où là, on commence aussi à découvrir aujourd'hui qu'il y a certains aliments en particulier qui vont nourrir certains virus, qui vont, en tout cas, rendre plus difficile l'élimination de certains pathogènes. Et ça peut, encore une fois, être le cas des produits laitiers, être le cas des œufs parfois aussi, du soja, etc. Mais c'est encore très c'est vraiment individualisé et c'est des choses qui, pour l'instant, ne sont pas vraiment prouvées scientifiquement. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est encore peu pratiqué aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est qu'on va tous être différents. On a tous un microbiote différent, donc il est impossible de donner une recette magique sur voilà comment avoir un intestin parfait. Oui, et en même temps, j'ai envie de te dire, il y a quand même des règles de base. C'est-à-dire que on est d'accord. Ouais, il y a des piliers parce qu'en fait, d'un côté, c'est ça qui est magique avec l'organisme et avec le corps humain, c'est que on est unique, notre ADN est unique, nos empreintes justement, nos empreintes qu'on peut retrouver sur nos doigts ou d'autres parties de notre corps sont uniques. On va avoir un microbiote qui est un peu comme notre ADN et unique, même si on retrouve les mêmes souches de bactéries, etc. Mais les proportions vont être différentes d'un individu à l'autre. Mais ce qui est de magique, c'est qu'il y a quand même des règles de base qui sont propres à tous les humains. Parce qu'on a quand même tous 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. C'est ce qu'on disait d'ailleurs une fois en aparté. Et il y a des règles de base. Donc, clairement, chez tout le monde, l'excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 va être nocif. C'est pour ça que tout nutrithérapeute, naturopathe, nutritionniste qui se respecte dira toujours privilégier les oméga 3. Donc pour ceux qui nous écoutent, un petit poisson gras, graines de chia, graines de lin, huile de cameline, chanvre et tout ce qui va avec. Limiter les produits ultra transformés. À calories égales, des produits ultra transformés seront nocifs pour la santé et vont favoriser la prise de poids, contrairement à des aliments qui sont naturels, bruts et frais en fait. Déjà d'avoir un petit peu ces préceptes d'alimentation hypotoxique et anti-inflammatoire dont je parlais tout à l'heure, d'avoir une alimentation naturelle, vraie, non transformée, de bien la mastiquer, de mettre beaucoup de variétés et de couleurs dans son assiette. On est sur un truc qui paraît bête, mais qui préserve tellement la santé. Je suis toujours un peu désemparée par les gens qui le savent, qui le mettent pas en pratique et qui se retrouvent un jour avec une pathologie et qui n'ont plus le choix en fait. Mais c'est beaucoup plus dur. Et je parle en connaissance de cause parce que dernièrement, j'ai un membre de ma famille que je bassine depuis des années sur son hygiène de vie, en essayant de lui dire fais attention à ton stress, fais attention à ton alimentation, fais attention à tout ça. Puis tout d'un coup, il y a une pathologie, puis là, ça devient vachement plus compliqué.
parce qu'elles se retrouvent malheureusement face à des médecins qui, comme 95% des personnes qui me consultent me disent je me sens pas écoutée, je me sens pas entendue. Heureusement, je connais d'excellents médecins qui ne sont pas comme ça. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, loin de là. Mais malheureusement, en France aujourd'hui, force est de constater que le corps médical est très souvent pas capable d'écouter et de comprendre les vrais mots des gens. Et je pense que c'est pour ça que la naturopathie ou la nutrithérapie explose aujourd'hui. C'est parce que les gens sont démunis et perdus et paniqués face à leur pathologie, ils savent plus quoi faire. Et c'est pour ça, en fait, que là, ça paraît simple ce que je dis comme conseil au niveau alimentaire. Mais pourtant, en faisant ça tous les jours, au moins sur 1 ou 2 repas par jour, ça change la donne déjà. Ça change la donne. C'est pas pour rien que le docteur Kousmine en Suisse a créé son fameux, j'allais dire le miam fruit, mais ça c'est encore une autre version. Docteur Kousmine, elle, c'était son comment est-ce que ça s'appelle, son petit mélange qu'elle faisait à base de lait, de graines de lin. Elle faisait en sorte vraiment que ses patients aient tous les jours des oméga 3 dès le matin, des graines dès le matin, des acides gras essentiels, des fruits, etc. Alors, certains vont dire oui, mais il y avait des produits laitiers, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, le miam aux fruits est beaucoup plus célèbre parce qu'il est plus digeste, on va dire. Mais elle partait du principe que si au moins le repas du matin était parfaitement sain et apportait tout ce qu'il faut à l'organisme, au moins, c'était ça de fait. Et elle avait raison. Donc, agir en prévention avec une nutrition saine, brute, naturelle, c'est l'une des meilleures choses pour sa santé générale et évidemment pour son microbiote. Parce qu'on ne peut pas être en bonne santé si le microbiote n'est pas équilibré. Et alors, justement, on disait tout à l'heure que c'était multifactoriel et tu l'as très justement souligné, qu'il y a aussi la part psychologique, la part de stress qui va jouer sur le microbiote. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, le stress va générer une inflammation. Quoi qu'il arrive, dès qu'on va en fait avoir un stress, qu'il soit endogène ou exogène, c'est-à-dire un stress qui nous vient de notre patron, qui nous demande trop de travail, le bus qu'on a raté, ou alors endogène, c'est-à-dire un stress, par exemple, ça peut être un jeûne. Un jeûne, la privation alimentaire est un stress. Donc, sur un organisme qui est en parfaite santé, ça va être un stress adaptatif qui va permettre au corps de devenir plus performant. Mais si c'est un jeûne obligé, comme en période de guerre, par exemple, où le mental, il est pas du tout en mode je suis heureux de faire mon jeûne parce que je vais me purifier, mais qu'il le subit, ça va être du coup un stress qui va être nocif, qui va être pro-inflammatoire, qui va épuiser les glandes surrénales et forcément qui va être nocif pour la santé digestive. Déjà de 1, ça y est déjà ce côté inflammatoire. Après, de manière très imagée, qui n'a pas déjà eu des douleurs digestives, voire une bonne diarrhée suite à un gros choc émotionnel ou un gros stress, ou alors un nœud dans le ventre, ou alors des vomissements parfois suite à un gros stress, suite à une présentation orale, suite à un concert, peu importe ce qu'on a pu avoir. Des fois, j'ai des patients ou des personnes qui me consultent qui me disent voilà, j'ai eu un stress énorme, j'ai vomi droit derrière. Mais en fait, il faut pas oublier que il y a beaucoup plus d'informations qui nous viennent de notre ventre et qui montent au cerveau que l'inverse. Mais on a quand même cette communication incessante grâce au nerf vague qui se fait entre le cerveau, donc aussi entre tout ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre mental et notre intestin. D'où d'ailleurs, je rebondis sur le syndrome entéropsychologique. Le psychisme va influencer et va moduler notre santé intestinale et notre équilibre, on va dire, notre bien-être et confort intestinal. Et c'est pareil à l'inverse. L'équilibre de notre écosystème intestinal va moduler aussi notre psychisme. Donc, c'est complètement interrelié et il est clair que au-delà de l'alimentation, la façon dont on mange, donc la mastication est très importante et ce qu'on met dans notre tête est très importante également. Et si toutefois il est difficile parfois, parce que clairement il y a des sources de stress qui sont parfois difficiles à stopper, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit les soucis qu'on peut avoir quels qu'ils soient, il faut absolument intégrer des choses qui vont nous calmer. Ça peut être du sport, ça peut être de la relaxation, ça peut être de la méditation, ça peut être de la cohérence cardiaque, qui est une technique respiratoire que j'invite tout le monde à pratiquer, parce que on sait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui arrêtent leur traitement pour l'hypertension avec ce genre de technique de respiration. Donc oui, il y a toujours cette notion de prise en charge globale qui est très importante à avoir en tête. Tout à fait.
Et c'est ce que tu me disais la dernière fois, qu'il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Alors, en fait, c'est toujours très délicat quand on parle de ça parce que le but, c'est pas de culpabiliser les personnes. Tout simplement, hein, moi, j'ai été malade jusqu'à mes 25 ans non-stop. J'ai envie de dire, c'est pas la faute à pas de chance. Et en même temps, je me dis pas, j'étais nulle ou mes parents ont été nuls ou les médecins étaient Bien sûr. nuls. Non, on n'était juste pas formés à ça. On n'a pas été éduqués à ça. On a un système de santé qui n'est pas non plus complètement pourri. Hein, faut pas non plus cracher sur la soupe, loin de là. Mais il y a des choses sur lesquelles on doit progresser. Il y a des choses où voilà, chacun sa spécialité au final aussi. Et il y a d'un côté ok, peut-être un manque d'éducation, un manque d'information, et puis tout simplement aussi les découvertes sur le fonctionnement humain qui évoluent chaque jour, on en apprend chaque jour. Donc c'est aussi pour comprendre qu'il n'y a pas à se culpabiliser, on n'est pas en train de jeter la pierre, loin de là. Et d'un côté, oui, il y a ce côté un petit peu, c'est pas la faute à pas de chance, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai pas permis à mon corps d'être en bonne santé. Qu'est-ce qui fait que par mon hygiène de vie, par mon excès de stress, par les pensées que je décide de nourrir, tout simplement parce qu'on m'a jamais appris que je pouvais contrôler mes pensées. On m'a jamais appris à prendre du recul par rapport à mes pensées. On m'a jamais appris à lâcher prise. On m'a jamais appris à calmer mon mental. C'est pour ça aussi aujourd'hui que la mutation ça explose, etc. C'est que on se rend compte en fait qu'il y a des outils pour faire tout ça et que ça nous fait beaucoup de bien. Et donc ça, c'est ne serait-ce que pour tout ce qui est psychique. Puis après, en parallèle, on m'a jamais appris que de manger que des produits ultra transformés, c'était pas forcément bon pour ma santé, que les produits laitiers 3 fois par jour, c'était pro-inflammatoire, etc., etc. Donc c'est pour ça, je pense, toi aussi, tu fais beaucoup ce travail-là à travers tes réseaux, c'est de sensibiliser les gens sur le fait que il y a plein de choses qu'on n'a pas appris à l'école, que nos parents ne savaient pas, que beaucoup de médecins ne savent pas parce qu'ils ont 2 heures de nutrition dans leur cursus. Oui. Et donc forcément, on doit continuer à apprendre pour prendre soin de notre santé. Et c'est tout à fait ça pour moi, la notion, il n'y a pas de chance, c'est il y a toujours quelque chose à apprendre et pas, si mes parents avaient su, etc. Oui, mais avec des si on refait le monde déjà. Et surtout, c'est là, à l'instant T, qu'est-ce que m'apprend cette maladie ou ces mots-là pour que je réajuste après? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense que c'est peut-être ce qui a commencé à me passionner le plus parce qu'en fait, en voyant que j'étais tout le temps malade, en voyant que j'avais toujours les mêmes symptômes, je me disais mais c'est quoi le problème en fait? Et quand j'ai commencé à comprendre, grâce à la naturopathie, que gluten, produits laitiers en excès était générateur de mucus et que ce mucus, au bout d'un moment donné, devait bien sortir quelque part et que chez moi, ça sortait au niveau des bronches et des sinus, je dis ah mais la cause elle est là en fait. Mais j'ai dû le vivre et l'expérimenter pour avoir cet électrochoc et être autant convaincue des bienfaits. C'est parce que je l'ai vécu dans la chair. Et c'est pour ça que toi comme moi, parce que je t'entends très souvent le dire aussi, c'est il faut expérimenter. Parce que on a beau lire des trucs, on a beau voir des reportages, très souvent, c'est triste à dire, mais l'humain fonctionne comme ça rentre dans une oreille et ça ressort dans l'autre. Bien sûr. Parce que on n'en ressent pas forcément besoin, parce que c'est pas l'urgence, parce que voilà, ce membre de ma famille là qui a cette pathologie, il me disait pendant des années, ouais mais bon j'ai le boulot, j'ai mes enfants, j'ai ci, j'ai ça, puis on trouve pas le temps. Sauf que quand le mal est là, du coup le temps on n'a plus le choix. On n'a plus le choix et en effet d'agir en prévention, ça prend moins de temps, c'est plus simple et surtout on peut le faire progressivement. On peut se permettre de faire progressivement parce qu'il n'y a pas urgence, on n'est pas malade, on est bien et c'est pas compliqué, il faut juste y aller par étapes en fait. C'est ça, il faut y aller par étapes. Et comme tu le dis très justement, il y a le côté répétitif aussi. Parce qu'au début, tu te dis, oh, je suis malade. Il y a effectivement cette notion, oh, c'est pas de chance, c'est la saison. Il y a beaucoup de gens autour de moi de malades. Donc, tu prends pas tout ça en compte. Tu te cherches vachement d'excuses. Mais en fait, à force d'avancer dans la vie et de te rendre compte que tu es tout le temps malade de la même façon, c'est là où tu commences à créer des liens. Mais tout à fait, tout à fait. Alors déjà, quand on est malade et qu'on a toujours la même chose, ça nous donne signe de notre fragilité. C'est-à-dire que, ok, moi mon point faible, c'est ça, c'est mon truc. Chez certaines personnes, ça va être plutôt des sciatalgies. Chez certaines personnes, ça va plutôt être leur dos. Chez certaines personnes, ça va être
qu'elles font toujours des otites, peu importe le truc, mais ça nous manifeste une fragilité qu'on peut renforcer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a connaissance de cette fragilité, on peut travailler sur notre terrain, et c'est le but du naturopathe. Le but du naturopathe n'est jamais de soigner la maladie, il ne soigne rien du tout. Déjà, c'est le corps qui fait, déjà à la base. Et en plus, ça va être de renforcer le terrain pour que le corps lui-même puisse déjà ne pas tomber malade, être au maximum de sa santé, de ses niveaux de santé, de son potentiel. Et si jamais il est malade, de s'auto-guérir, de s'auto-régénérer, en fait, parce que le corps est clairement capable de faire ça. Donc, quand on connaît notre terrain, on peut se dire, OK, mon point faible, c'est ça, donc je vais faire telle et telle cure saisonnière, telle et telle cure en phytothérapie ou en aromathérapie, par exemple, parce que c'est mon petit point faible. Et puis, attention à tel et tel excès, parce que je sais que si je mange telle ou telle chose, je vais pouvoir faire attention. Enfin, je vais pouvoir, je risque d'être malade si je mange telle ou telle chose, donc je vais pouvoir agir en amont, tu vois. Bien donc, sûr. Ça, oui, tout à fait. C'est vraiment. Moi, j'aime beaucoup dire, l'une des premières choses à faire, c'est d'essayer de se connaître soi-même. D'où justement l'intérêt d'expérimenter. C'est quand on se connaît et quand on se dit, OK, si je fais un peu le point sur ces dernières années, qu'est-ce que j'ai souvent eu comme pathologie? Est-ce qu'il y a eu un dénominateur commun à ces pathologies? Est-ce que c'est des périodes de stress, des périodes où je dormais peu, des périodes où je mangeais telle ou telle chose? Déjà, ça permet de mettre le doigt sur certaines choses. Et puis après, des fois, les médicaments sont nécessaires parce que la douleur est trop, ou la maladie est trop aiguë et peut être douloureuse. Donc, on va prendre le médicament pour soulager le symptôme. Parce que des fois, voilà, on n'a pas le choix, il faut continuer de travailler, continuer de faire les choses. Mais on n'est pas guéri en agissant sur le symptôme. On a juste éteint le symptôme. Et je dis toujours, c'est pratique pour avoir un petit peu d'énergie et ne pas souffrir, et donc prendre le temps nécessaire pour travailler sur la cause. Tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, tu fais l'autruche sur la cause, mais ça reviendra. Exactement. Et où ça va revenir avec un symptôme similaire, ou ça va revenir avec un autre symptôme quel qu'il soit. C'est ça le hic. Donc, à un moment donné, si on voit qu'on est tout le temps sujet aux mêmes choses, c'est de se dire, OK, bon, je vois que j'ai cette pathologie, j'ai pris tel médicament parce que mon médecin m'a prescrit ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour travailler sur la cause? D'où l'intérêt du naturopathe, parce que il va pouvoir dire, OK, votre constitution, c'est celle-ci, votre terrain, c'est celui-ci. Vous avez votre médicament très bien, mais maintenant, je vais vous donner un protocole d'hygiène de vie pour renforcer votre terrain et essayer d'être de moins en moins malade, voire plus malade. C'est ça. Et je pense que tu dois le voir comme moi. Il y a beaucoup de gens qu'on côtoie qui effectivement n'ont pas forcément l'envie et le temps de gérer toute cette hygiène de vie en fait. Parce que comme c'est quelque chose de global, ça veut dire toucher à tout. C'est pas juste je touche à mon alimentation et ça ira et je continue à vivre à 100 à l'heure sans me soucier des conséquences. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à des stades trop critiques parce qu'ils n'ont pas eu cette prévention avant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce que j'essaie de transmettre en disant que malheureusement, parce que le quotidien, parce que les mauvaises habitudes, parce qu'il est très difficile de changer, des personnes se disent voilà, tant que ça va, ça va. Et elles attendent un peu l'électrochoc. Et en fait, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à ne pas attendre l'électrochoc. Parce que je les vois en consultation, c'est des fois des personnes qui n'ont pas un rond, mais qui se saignent financièrement parce qu'en fait, elles ont vu 1 milliard de médecins, d'endocrinologues et tout ce qu'on veut, mais ça ne résout pas le problème, voire ça s'empire. Donc, elles vont chercher dans les techniques naturelles, mais très souvent, quand le mal est installé depuis très longtemps, c'est beaucoup plus dur et long d'agir. Et au final, ça leur coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, tout passe dans les compléments alimentaires. Enfin, on sent qu'elles sont perdues et démunies, en fait. Alors que je sais que des fois, de changer d'hygiène de vie, ça peut être compliqué, mais il faut vraiment garder cette notion d'étape par étape. C'est-à-dire, OK, aujourd'hui, si vraiment, on sait tous dans notre quotidien, qu'est-ce qui nous bousille plus la santé? Est-ce que c'est mon stress? Est-ce que c'est le fait que je suis tout le temps en train de cogiter, je n'arrive pas à lâcher prise, je m'agace pour un rien, je me mets en colère pour un rien? Est-ce que c'est le fait que je mange vraiment n'importe quoi? Est-ce que c'est le fait que je mange plutôt bien, mais je le mange en 3 secondes et demie? Et de hiérarchiser ça, en fait, et de se dire, OK, peut-être que chez moi, le truc numéro 1, c'est que je mastique pas et que je suis hyper stressée. Déjà, on commence par ça.
Donc ça commence par essayer d'être la personne qui va manger le plus lentement possible à table. C'est-à-dire que avant j'étais le premier à sortir de table, maintenant je fais en sorte de sortir le dernier de table pour mastiquer et prendre le temps. Ça peut être de mettre un minuteur qui dure 20 minutes et de se dire je sors pas de table tant que les 20 minutes sont pas passées. Comme ça m'oblige à prendre le temps, ça m'oblige à poser ma fourchette, etc. Si c'est une personne qui est très stressée, c'est de se dire tiens, je vais essayer la cohérence cardiaque parce que voilà, ça va justement faire baisser mes niveaux de cortisol, faire baisser mes niveaux de stress. Ça peut être de pratiquer la méditation, ça peut être d'aller marcher dehors en pleine nature, peu importe, mais c'est d'intégrer au moins une chose qui va répondre à ce qui nous semble le plus délétère dans notre hygiène de vie pour notre santé. Et qu'on peut totalement gérer de manière autonome en plus. Mais c'est ça. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est pas les informations qui manquent, c'est qu'il y en a trop. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se contredisent. Donc déjà, quand vous voyez des infos, ce que je dis toujours, c'est regarder qui dit les choses. Est-ce que c'est un magazine? Est-ce que c'est, je sais pas, la voisine qui vous raconte ce qu'elle a fait, ou est-ce que c'est un professionnel de santé ou quelqu'un qui a expérimenté la chose parce qu'elle est passée par là, etc. Et puis, c'est de commencer par des choses simples. Éviter les choses aussi qui sont très, extrêmes. Parce que très souvent, tout ce qui est extrême ne peut pas durer dans le temps. Je suis pour parfois des choses extrêmes et un peu dures à tenir au niveau alimentaire quand il s'agit de protocoles thérapeutiques. Il y a une pathologie, on fait un protocole strict qui va durer maximum 8 semaines et après déjà ça commence à évoluer. Mais en dehors de ces protocoles thérapeutiques, plus c'est simple, mieux c'est. Et encore une fois, les mots d'ordre, c'est du vrai, du naturel, du non transformé. Et déjà là, mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que si tout le monde mangeait du vrai, du naturel, du non transformé, si tout le monde prenait juste, 5 minutes par jour pour ou méditer ou faire de la cohérence cardiaque, et si on marchait 20 à 30 minutes dans un parc tous les jours, la santé des gens serait nettement meilleure. Mais nettement meilleure. C'est aussi con que ça. Et c'est en fait la régularité, la constance dans ces petites choses qui construit la santé. Tout à fait. Tout simplement. Donc, je crois qu'on peut lancer un petit défi à ceux qui nous écoutent de changer une petite chose dans leur vie au quotidien, soit intégrer effectivement la méditation, la cohérence cardiaque, quelque chose qui leur parle en fait. Mais qui leur parle. Tous les jours de changer un petit truc. Tout à fait. Et avant d'essayer de changer, d'essayer de faire le point, c'est primordial. Vraiment d'être honnête vis-à-vis de soi-même et de se dire, ok, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui, dans mon hygiène de vie, si je devais être mon propre thérapeute, qu'est-ce qui aujourd'hui pêche en fait? Je sais très bien ce sur quoi je dois faire des efforts. Est-ce que c'est de faire un peu plus d'activité physique où je transpire un minimum? Est-ce que c'est mon alimentation? Est-ce que c'est le stress? Et puis il y a des gens qui vont dire ah mais moi c'est tout. Et si c'est tout, c'est pas grave. Vous prenez ce qui vous semble le pire des trois ou le pire de tout ce que vous listez. Vous commencez par ça et vous mettez une action pour améliorer cette chose-là. Et cette action, vous la répétez au moins pendant une semaine. Une fois qu'elle est intégrée pendant 7 jours consécutifs, on passe à autre chose. Et c'est comme ça en fait qu'on avance. Et ça prend pas de temps. C'est faux de croire que ça prend du temps. Ça prend pas de temps, c'est comme changer des petites choses. Tout à fait. Tout à fait. Comme tu le disais très justement, il y a aussi une part d'honnêteté envers soi-même. On arrête de se voiler la face et on se pose un petit peu face à soi en se disant bon, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je peux améliorer au quotidien. Tout à fait. Mais faut avoir l'audace quelque part de faire ça et de se mettre face à soi et de se dire bon, maintenant je me prends par la main. Oui, et puis bon, faut pas se leurrer. Je pense que les personnes qui écoutent ce podcast sont déjà dans cette démarche-là, certainement. Peut-être qu'elles manquent d'outils, peut-être qu'elles cherchent plus d'informations. Mais ce qu'on dit là, c'est que c'était presque quelque chose qu'il faudrait diffuser aux personnes qui n'écoutent pas ce podcast, parce que c'est certainement celles qui n'écoutent pas ce podcast qui en ont le plus besoin, en fait, dans le sens où à force de faire l'autruche, on se dit, c'est souvent cette excuse-là, j'ai pas le temps, ça prend du temps, je sais pas par où commencer, puis de toute façon tout le monde se contredit, puis du coup vu que c'est compliqué, je lâche l'affaire. Et je peux comprendre, Mais pour celles qui nous écoutent, quand je dis celles, c'est vraiment les personnes qui nous écoutent,
il faut pas, selon moi, se sentir démuni, au contraire. Et si des fois ça ne vous concerne pas personnellement, mais que ça concerne des membres de votre entourage, je dis toujours que c'est par l'exemple qu'on va inspirer. C'est comme voilà la problématique de certains véganes qui sont pro-véganisme et qui crient sur tous les toits qu'il faut absolument être végane et qu'on est des cons si on mange de la viande. Bah, l'unique résultat qu'ils ont, c'est le conflit et des gens qui vont encore plus bouffer de la viande, ne serait-ce que par esprit de contradiction en fait. Ouais. Et en fait, moins on en dit, plus ça marche. Et je le vois dans mon entourage, c'est fou parce que j'ai des amis qui sont très viandards et qui sont très raclette et compagnie. Et à chaque fois, quand on allait manger une raclette, je la partageais volontiers avec eux. Par contre, très souvent, je les invitais à la maison, mais quand je les invitais, c'était végétarien, c'était très sain. Donc au début, on se foutait de ma gueule avec ma quinoa et mes petites graines. Et en fin de compte, aujourd'hui, bah, c'est les premiers à me demander du tofu quand on fait des barbecues. C'est les premiers à me dire tiens, j'ai fait une salade avec que des produits locaux et voilà, et puis bio. Ou alors tiens Lisa, j'ai fait des cookies à la poudre de noisette, à Igeba, et en fait ils me font halluciner parce que je leur ai jamais rien dit. Mais voilà, je pense que si on montre que c'est pas si compliqué et qu'on peut être en bonne santé et qu'en fait c'est pas on n'est pas livide quand on mange des graines et qu'en fait on peut faire ça dans la joie, la bonne humeur et simplement et rapidement, ben en fait les gens vont se dire ben au final pourquoi je le ferais pas? C'est ça. Pourquoi je le ferais pas? Donc voilà, progressivement, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps d'analyser vos comportements, de mettre des petites choses en place, mais de le faire, de le lister, de l'écrire noir sur blanc, de le coller sur le frigo pour pas vous laisser embarquer par votre quotidien et de vous mettre des rappels. Moi, j'invite beaucoup les gens aussi à faire ça. Des fois, c'est se mettre des rappels dans l'agenda. Tiens, dans un mois, j'en suis où? Tiens, dans 2 mois, j'en suis où? Ça fait des petites piqûres de rappel et c'est comme ça qu'on avance. C'est vrai. Quelle conclusion on pourrait faire au-delà de ces petits défis au quotidien? La conclusion, dans tous les cas, c'est moins égale plus. C'est ce que je dis souvent. Je dis souvent moins égale plus parce que il y a aussi à l'opposé des personnes qui des fois font l'autruche. Il y a des personnes qui des fois font trop et ça devient presque trop mentalisé. Donc là, je parle plus d'un point de vue alimentaire. Ou alors c'est des détox tout le temps, ou alors c'est une tonne de super aliments, c'est une tonne de trucs, une tonne de compléments alimentaires. Et en fait, c'est plus délétère qu'autre chose en fait. Et c'est exactement pareil avec les habitudes. Quand on s'en met trop d'un coup en se disant ouais ça y est j'en ai ras-le-bol, c'est le 1er janvier, en plus on va bientôt être le 1er janvier, du coup grosse révolution, je vide mon frigo, je change tous mes placards, etc. Très souvent ça tient 3 semaines, grand maximum, parce qu'en fait c'est trop d'un coup. Donc, s'il y a peut-être un truc à retenir, c'est moins égale plus. C'est valable pour tout ce que je viens de citer. C'est valable au niveau alimentaire aussi, parce que ça me fait penser, pour rebondir sur cette thématique du microbiote qui était celle d'aujourd'hui, que ce qui peut-être pourrit le plus notre santé, notre organisme, c'est le non-stop alimentaire et l'excès de choses. On a quand même un balai intestinal qui a besoin au moins de 3 à 4 heures de pause entre chaque repas pour faire ce travail de nettoyage, de balai, pour un peu aseptiser et puis permettre aussi au transit de faire son travail, d'aller à la salle, etc. Et sans ce balai intestinal, bah, c'est le début des problèmes, c'est le début des dysbioses et des soucis digestifs. Donc là encore, moins égale plus. Il vaut mieux manger moins souvent, plus lentement, avoir pas des assiettes qui ont 45 ingrédients, mais des assiettes simples. Donc c'est pour ça que quand on mange des produits bruts et naturels, on s'évite d'avoir 25 ingrédients avec des additifs et autres dans l'assiette. Et forcément, ben, tout va mieux. Tout va mieux. Donc voilà, conclusion, moins égale plus, les amis. Remettre du sens, en fait. Ouais, de la logique, j'ai envie de dire. On a tellement compliqué les choses aujourd'hui avec tous ces régimes, toutes ces diètes, tout ce côté parfois ultra scientifique et réductionniste en fait qu'on trouve surtout dans la nutrition et la santé, alors qu'en fait la santé elle est très très simple. En fait, quand on s'intéresse au fonctionnement du corps et à comment il est fabriqué, on va dire, c'est extrêmement complexe, mais les fonctions sont extrêmement simples en fait. Et le corps réagit très bien à des choses très 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 simples, à partir du moment où c'est logique. C'est ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si on voit qu'on ballonne trop, qu'on a des soucis digestifs, que ça va plus, bah, au lieu de rajouter des choses, il vaut mieux en enlever, tout simplement.
il vaut mieux réduire le nombre d'ingrédients, il vaut mieux espacer un peu plus les repas et puis faire ce travail d'auto-observation et puis tout doucement trouver ce qui nous convient le mieux. Bah, merci beaucoup, Lisa, pour tous ces précieux conseils. Bah écoute, avec plaisir. Mais écoute, j'espère en tout cas que ça a aidé un maximum de personnes. Et puis, s'il y a des questions supplémentaires, j'y répondrai avec immense plaisir. Tout à fait. Et du coup, on peut te retrouver à la fois sur ton site qui s'appelle Nutrition énergétique, où tu mets beaucoup d'articles, et puis aussi sur ton podcast qui s'appelle Au mieux de ta forme, où tu as beaucoup d'épisodes où tu parles de plein de choses très très intéressantes. Donc j'invite tout le monde à aller écouter tout ce que tu as fait jusqu'à présent et puis à te suivre pour qu'ils puissent t'écouter. Tu fais aussi des lives sur Instagram. Exact. Je m'éclate avec ces lives, c'est trop génial. Et si je dis pas de bêtises, tu as en préparation une belle formation assez complète que tu vas proposer sur 2020, c'est ça? Exactement. En fait, justement, je suis un petit peu lasse de voir ou des choses qui sont extrêmement complexes, c'est-à-dire que les personnes qui veulent se former aujourd'hui en nutrition ou en tout cas en tout ce qui est naturopathie, etc., ont deux choix. C'est où elles vont consulter, mais elles ne trouvent pas forcément toujours le praticien qui correspond à leurs attentes, ou alors c'est de faire des grosses formations qui coûtent des milliers de francs. Et toi comme moi, on est bien placé pour savoir le coût que ça a. Et sinon, ça va être des fois des mini-formations. Donc, ça peut être des fois dans des magazines ou ça peut être des petites choses qu'on voit de plus en plus sur Internet avec des solutions ultra rapides en 2 semaines, en 4 semaines, etc. Moi, j'ai envie de redonner l'autonomie aux gens, de leur redonner cette liberté de prendre soin de leur santé de manière autonome. Ça ne veut pas dire que les praticiens de santé sont inutiles, ça ne veut pas dire que les médecins sont inutiles, loin de là. Mais dans cette démarche de prévention, je veux pouvoir aider un maximum de personnes à comprendre comment fonctionne leur corps, ce dont il a besoin et potentiellement avoir plus de renseignements sur des choses qui les intéressent de manière plus spécifique. Le sport, le microbiote, la détox, etc. Donc, dans cet objectif, je suis en train de travailler justement sur une formation qui va être très complète pour avoir un juste milieu entre les micro-formations qu'on peut trouver aujourd'hui et les formations professionnelles. Voilà, dans le but d'être un petit peu son propre thérapeute pour prendre soin de sa santé de manière préventive. Et ce sera en ligne ou ce sera du présentiel? Alors, ce sera exclusivement en ligne. Après, parce que voilà, encore une fois, j'ai envie de faire quelque chose qui soit différent d'une formation professionnelle. Et je pense que quand on doit être praticien de santé, qu'on va en faire son métier, c'est important de faire des formations en présentiel. Parce que on apprend aussi du coup en live à interagir avec les personnes, à s'entraîner à faire des consultations, etc. C'est hyper important. Maintenant, pour la personne qui va être beaucoup plus autonome, ou alors je pense même des fois à des personnes qui ont déjà un métier, mais elles veulent avoir un petit peu plus d'informations sur la nutrition de manière un petit peu plus poussée, là, ça peut être intéressant d'avoir des modules en ligne. Et en tout cas, je suis en train de travailler dur sur ça. Et je pense que ce sera aussi les premiers inscrits qui vont aussi, grâce à leur retour, beaucoup m'inspirer toutes les les améliorations que je pourrais apporter à la formation, parce que le but c'est que ce soit des formations évolutives et en fait le cadeau que je ferai aux premiers inscrits, ce sera d'avoir un prix plus bas, parce que très certainement plus la formation va évoluer, plus le prix va augmenter, mais par contre les personnes qui s'inscriront auront les mises à jour à vie à cette formation pour qu'elle évolue en même temps qu'eux en fait. C'est chouette, ça donne envie. Écoute, j'espère. En tout cas, en ce moment, je travaille très, 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 très dur là-dessus. Évidemment, ça me replonge dans plein de choses, de biochimie et compagnie. Alors, je rassure les personnes qui m'écoutent, ce sera pas non plus trop complexe. Le but, c'est que ce soit accessible et quand même pratico-pratique. Mais moi, forcément, pour vulgariser au maximum le discours, je me replonge dans des choses parfois très complexes. Et forcément, ça nécessite beaucoup de travail, mais ouais, j'y mets tout mon cœur, j'y mets toute ma passion, et j'ai très 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 hâte de pouvoir proposer ça. Ouais. Bon, on va te suivre, comme ça on sera au courant de la sortie. Super, super. Merci en tout cas Lisa pour cet épisode. Merci à toi Joy, on a une vision des choses qui est très similaire, donc de pouvoir faire ce podcast avec toi, c'était un vrai honneur. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire ou à le partager. En tout cas, je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous.